Bonjour, vidéo T007E, toujours dans le télémétrique, sur les Nikon. Alors, cette vidéo fait la suite de la T007D, où je vous ai parlé des Contax. Voilà. Des Contax et de leurs copies russes qui ont suivi, qui sont les Kiev. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Nikon, alors Nikon est une entreprise qui est issue du regroupement de cinq opticiens en 1917, de 5 opticiens japonais en 1917, et de grosso modo de 1917 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Nikon fabrique essentiellement des microscopes, des théodolites, des appareils comme ça, des jumelles, et pas d'appareils photo. Il se trouve que Nikon a fabriqué les premiers objectifs des appareils photo Canon, parce que Canon faisait des copies d'appareils photo Leica, d'appareils photo Leica 800, des copies serviles, c'est pas le bon terme, mais des copies de Leica 800 avec des objectifs à cam Leica 800. Voilà, je vous renvoie à la vidéo 007D pour cette histoire de cam. Voilà. Et Nikon, eux, ils fabriquaient donc des télémètres d'artillerie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont fabriqué des télémètres d'artillerie qui sont des espèces d'objets immenses qui font jusqu'à 10 mètres d'envergure et ça sert à mesurer la distance des bateaux pour envoyer son obus bien là où il faut, comme il faut. Et quand la Seconde Guerre mondiale a terminé, il y a eu une phase d'occupation des États-Unis par une phase d'occupation du Japon par les États-Unis, et grosso modo, MacArthur qui s'occupait de ça, et l'administration américaine a dit à Nikon, bon c'est bien reconstruire vos usines, mais arrêtez les conneries, fabriquer autre chose. Voilà, et donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Et ils se sont dit, on va fabriquer des appareils photo. Ils vont fabriquer des appareils photo. Et donc ils ont fabriqué des appareils photo. Et ils se sont dit, tiens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais étaient du côté des Allemands et de l'Italie fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils n'étaient pas du bon côté. Mais par contre, ils avaient eu des relations proches avec l'entreprise Zeiss pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont échangé, ou choses comme ça, mais enfin, toujours est-il que, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un pillage systématique de l'Allemagne vaincue au niveau des brevets. C'est-à-dire que, voilà, du jour au lendemain, les brevets allemands, ça n'existe plus, allez-y les gars, servez-vous, prenez tout ce que vous voulez. Alors donc, par exemple, on a eu en Angleterre des gens qui se sont mis à fabriquer des copies de chambres Linhof Technica, et par exemple, voilà. Et puis on a eu des Anglais qui sont mis aussi à faire des copies de boîtiers Leica, la marque REID, R-E-I-D. Ilford a eu aussi sa copie de Leica, et ainsi de suite, quoi, voilà. Donc c'était self-service. Et donc ils se sont dit, on va faire des appareils photo, et ils ont piqué les plans de Zeiss, et ils ont fait des copies. Mais, et ça c'est tout à leur honneur, ils ont un peu regardé ce qu'ils copiaient. Et ils n'ont pas copié n'importe quoi. Voilà. Donc, si on prend un Contax,
Donc ça, c'est la copie russe du Contax qui s'appelle un Kiev. Et si on prend, si on prend un Nikon, voilà. Donc ça, c'est un Nikon S3, et ça, c'est un Kiev, voilà. Donc, il y a quand même comme un cousinage, hein, c'est bien octogonal de partout, c'est bien carré, bien nazi, comme diraient certains. Mais bon, voilà. Donc à l'extérieur, ça ressemble à du Kiev, mais à l'intérieur, pas du tout. À l'intérieur, ça ressemble à du Leica. Alors, je vais vous en ouvrir un. Voilà. Donc, à l'intérieur, on a un boîtier, un obturateur à défilement horizontal. Voilà. Alors, on ne va pas le voir parce que je tourne à 25 images secondes. Donc, voilà. On a un défilement horizontal. Alors que... et donc, ça correspond effectivement au fonctionnement d'un Leica qui est lui aussi à défilement horizontal. Tac. On met la vitesse qui va bien. Voilà. Et donc on a bien le Leica qui a défilement horizontal. Voilà, ça défile à l'horizontale tout pareil. Voilà, on voit la barre de translation. Alors que le Contax, pas du tout. Hop, on referme le truc, on repose le bousin. Alors que le Contax, pas du tout. Le Contax, alors le Contax, il y a deux clés, hein, enfin Contax ou Kiev, hein, c'est pareil. Oui, hop. On va mettre le même temps de pause, voilà. Alors que le Contax, lui, alors j'essaye de pas trop le faire briller, parce que si ça brille, on va pas voir grand chose. Voilà, ça défile de manière verticale. Et quand on va réarmer, on voit l'obturateur qui remonte. Voilà. Alors cet obturateur est une hérésie mécanique totale. Hein, c'est une horreur. Oui, on a une translation de rideau qui est très très lente. C'est une ficelle dedans qui réarme, qui relève les rideaux. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Et donc Nikon, lui, ils se sont dit, bah, ok, puisque c'est self-service, eh ben, on va copier l'extérieur du Contax, qui offre des intérêts, et on va copier l'intérieur du Leica, qui offre un obturateur fiable. Voilà. Et donc ça, c'est pour l'obturateur, mais ils se sont dit, on va copier on va prendre comme cam télémétrique la cam télémétrique du Leica au lieu de prendre la cam télémétrique du Contax. Et donc, si les boîtiers russes sont des boîtiers qui ressemblent à des Leica mais qui sont incompatibles parce qu'ils ont la cam du Contax, les boîtiers Nikon sont des boîtiers Contax qui sont incompatibles avec les Contax parce qu'ils ont la cam des Leica. Voilà. Donc il y avait 4 possibilités, il y avait 3 possibilités, pardon. Donc 4 possibilités, et les 4 possibilités ont été faites. Voilà. Tout ça dans le but d'être, je ne sais pas trop quoi, non compatible, des choses comme ça. Alors, la particularité du Contax et la particularité donc du Nikon réside dans la baïonnette du boîtier. Parce que, en fait, Monsieur Contax et Monsieur Zeiss, qui ont fabriqué ça en premier, se sont dit, bon ben voilà, je vais vendre un boîtier avec forcément un objectif. Ça c'est sûr, je peux vendre un boîtier sans objectif, bien sûr, mais le mec il ne fera pas de photos s'il n'a pas d'objectif. Donc je vends forcément au moins un boîtier avec un objectif. Donc j'ai besoin que pour au moins un objectif, j'ai une bague de mise au point qui soit correctement calée avec le télémètre.
Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Si je lui vends un deuxième objectif, sauf s'il a cassé le premier, il y a de fortes chances pour que cet objectif-là ne soit pas de la focale du télémètre, de la cam télémétrique. Et ça, c'est vrai pour Leica, pour Nikon, pour Contax, pour tout le monde. Voilà. Sauf si vous rachetez un deuxième 50 mm, vous avez déjà un 50 mm. Si vous rachetez un deuxième objectif, sauf à racheter un deuxième 50 mm, il a forcément une autre focale que 50 mm. Et donc dans ce cas-là, pour utiliser le télémètre, je vais être obligé de fournir un objectif avec une bague de mise au point adaptée à la focale de l'objectif, plus un système de correction de cam télémétrique pour aller avec la focale réelle. De façon à ce que mon télémètre voit mon 35 mm comme un 50 mm et que quand je vais tourner la bague de mise au point, pour me mettre à la distance de 1 mètre, informe mon télémètre qu'il est bien à la mise au point de 1 mètre. D'accord? Et c'est là où le système Contax ou le système Contax et copie est intelligent, c'est que M. Zeiss s'est dit, je vais mettre la bague de mise au point de l'objectif standard, du 50 mm, je ne vais pas la mettre dans l'objectif, je vais la mettre directement sur le boîtier. Et donc la bague de mise au point, alors je ne sais pas si on va le voir, alors je ferais mieux de vous le montrer sur celui-là, parce que là, la bague de mise au point est noire et chromée, et donc la bague de mise au point, qui est gravée en mètres, elle reste sur le boîtier et elle tourne avec la molette du télémètre. Et elle tourne avec la molette du télémètre. Et si on ouvre à l'intérieur, en fait, on va s'apercevoir que alors je ne sais pas si on va le voir facilement, je pense que non. Et si on regarde à l'intérieur, non, je vais avoir du mal à le faire briller, mon truc. Voilà, là on le voit bien. Voilà. Et si on le regarde à l'intérieur, ici, vous voyez mon doigt, on a un petit galet rond qui tourne, et ce petit galet rond, il tourne sur une cam télémétrique. Il tourne sur la même pièce que Leica a mis à l'arrière de ses objectifs pour faire le couplage. Donc, Leica, qui a fait les premiers télémètres couplés, s'est fait copier par Zeiss, et Zeiss, ils se sont dit, bon, voilà, de toute façon, on va être obligé de fournir cette pièce-là. Mais si on la met dans le boîtier, cette pièce qui tourne en fonction de la bague de mise au point et qui actionne le galet du télémètre, on en fournit une par boîtier, au lieu d'en fournir une par objectif. Donc, quand vous vendez un boîtier plus 3 objectifs, vous ne l'avez fabriqué qu'une fois, alors que Leica l'a fabriqué 3 fois. Et donc, du coup, c'est plus économique parce que c'est une pièce qui n'est pas simple à faire. Voilà. Alors après, vous allez me dire, oui, mais ça ne change pas le problème, parce que de toute façon, il faut bien que le couplage de la focale se fasse correctement. Donc, où est l'avantage? Eh bien, l'avantage, c'est que quand vous allez faire un objectif avec une focale différente que la focale standard, ce que vous allez devoir faire, c'est un filetage spécifique pour cette focale-là, pour que la variation angulaire de la rotation de la bague de mise au point corresponde à la rotation angulaire de la bague de mise au point du 50 mm, enfin de l'objectif standard de votre monture, de votre cam télémétrique. Et donc du coup, c'est beaucoup plus simple, parce que vous êtes obligé de faire ce filetage spécifique pour votre objectif d'une focale différente. Donc ça ne change pas, vous êtes obligé de le faire. Mais donc c'est pas plus cher de le faire, voilà. Et du coup, vous avez quand même gagné la gamme de
la pièce de transformation la pièce de transformation de focale de votre système de cam, vous l'avez gagné parce que vous avez votre bague qui simule le 50 mm qui est toujours dans le boîtier. Et donc vous avez un système de couplage par Crabo très intelligent qui synchronise les deux bagues de mise au point, la bague de mise au point de l'objectif et la bague de mise au point la bague de mise au point du télémètre de façon à ce que ça fonctionne. Et donc le boîtier a donc deux baïonnettes. Il a une baïonnette interne pour monter les objectifs de focale standard, donc qui sont de petit diamètre. Vas-y, fais la mise au point, Coco. Il a une baïonnette, il a une baïonnette interne pour l'objectif de mise au point standard, l'objectif standard. Il a une baïonnette externe pour les objectifs de focale différentes. Et le couplage entre la baïonnette interne et la baïonnette externe, alors la baïonnette externe tient l'extérieur de l'objectif et la baïonnette interne, elle est sur le corps de l'objectif. Et on a une pièce, alors attendez, je vérifie, voilà, et il y a une pièce montée sur ressort qui permet de faire le couplage quand on monte. Donc quand on monte l'objectif, il y a une procédure. Donc il y a une procédure, donc normalement on peut monter l'objectif dans n'importe quelle position. On cherche le point blanc, voilà, on rentre le bazar l'un en face de l'autre. Alors j'ai peut-être dit une bêtise. Hop, 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 hop. On rentre le bazar, voilà, je vais faire ça plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc je surveille mon chrono en même temps. Donc on monte l'objectif sur le boîtier. Je vais tourner la bague de mise au point qui s'est barré ici aussi. Je vais tourner la bague de mise au point et on va entendre le clong de la bague sur ressort qui va prendre dans la bague interne, la baïonnette interne du boîtier. Voilà, et maintenant, la molette du télémètre tourne et est entraînée. Donc la bague interne est entraînée par la rotation de l'objectif et donc la mise au point. Et le système à ressort récupère le déplacement différentiel de l'objectif et de la bague de mise au point du 50 mm. Donc Nikon s'est dit, ce système-là est plus économique parce que ça limite les usinages inutiles. Et c'est ça qu'ils ont fait. Alors, pourquoi est-ce que Nikon a choisi, parce que Nikon a copié le télémètre, a copié l'obturateur du Leica, pourquoi est-ce qu'ils ont aussi choisi la focale théorique du Leica? Il n'y a pas réellement de raison. La seule raison qu'on pourrait voir, c'est qu'avant de sortir ces boîtiers, ils se sont mis à fabriquer les objectifs donc pour Canon qui faisaient la copie exacte des Leica M et qui donc du coup ils ont été obligés d'investir dans l'outillage qui permettait de vérifier les bagues de mise au point des Leica M. Et donc ça pourrait être la seule explication logique à ce choix-là, parce que sinon il n'y en a aucun. Voilà. Il y en a d'autant plus aucun que c'est pas exactement les mêmes baïonnettes. Voilà. Et donc du coup, si je prends un objectif Nikon et un boîtier Contax, alors je vais pas forcer, hein, mais ça se monte pas. Autant je me souvienne, alors normalement ça se monte pas. Ça se monte pas. Et même si on se dit, c'est cette quête là qui fait chier, non, ça se monte pas parce que si on prend un petit à coulisses, on s'aperçoit qu'il y a 1 dixième, il y a 5 dixièmes d'écart sur le diamètre de la baïonnette extérieure. Donc ça se monte pas. Par contre, si on se dit, je vais prendre un objectif, je
je vais prendre un objectif Kiev et essayer de le monter sur la baïonnette interne. Alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble que ça ne se monte pas non plus. Ça ne va pas en buter, ça ne va pas jusqu'au bout. Ça va pas jusqu'au bout. Par contre, si on prend un objectif à baïonnette interne Nikon, là, ça se monte dessus. Voilà. Mais par contre, la cam est fausse. Et comme c'est le 50 mm, ça va se voir. Donc, ça n'a aucun intérêt. À tel point, c'est que quand Nikon a commencé alors donc, à tel point, c'est que Nikon a fait des objectifs en monture Contax pour les télémétriques Contax et qui sont repérés par, alors j'en ai pas à vous montrer parce que j'en ai pas, mais qui sont repérés par une lettre C gravée en noir sur quelque part sur le pourtour des objectifs. Donc ça c'est un 105 mm Nikon. Voilà, ça c'est un 105 mm Nikon, mais en monture Nikon. Donc il n'y a pas la lettre C que je vais vous montrer, et donc ce n'est pas le C que l'on peut voir gravé en rouge des fois sur la face avant, c'est un C en noir qui est gravé sur le fût de l'objectif. Et voilà, donc revenons-en à nos moutons. Et donc du coup, quand Nikon a commencé à fabriquer des objectifs et des appareils photo et pour eux, sous sa marque, donc ils ont pris dans ce qui était disponible, et ils ont tapé donc dans du Leica et dans du Contax, et ils ont fait leur sauce à eux. Et ils ont tellement fait leur sauce à eux que le premier Nikon qu'ils ont sorti, qui est le Nikon 1, ils l'ont fait en format 24-32 mm. En se disant, on va gagner une perforation. Donc ils ont fait 7 perforations au lieu de 8. Et en se disant, comme ça sera plus économique. Et ça n'a pas du tout plu à l'américain, qui a dit c'est quoi ce bordel là, vous m'emmerdez, cette perforation c'est n'importe quoi. Donc je remontre, donc ça c'est le film 35 mm que l'on met dedans, hein, c'est le film 35 mm que l'on met dedans, et vous voyez il y a des perforations. Donc en cinéma ça défile verticalement et l'image du cinéma standard fait 4 perforations, et monsieur Leica qui a inventé le format, il l'a tourné 90 degrés, il l'a fait défiler horizontalement, et il a dit je vais faire une image de 8 perforations. Et donc une image de 8 perforations, ça fait un 24-36 qui va bien, et voilà d'où vient notre format. Et monsieur Nikon, là, il s'est dit, on va économiser, on va faire 7 perforations, ça va faire un format 24-32 un peu plus court, un peu plus homothétique du papier disponible, et on va faire des économies. Et donc ça n'a pas plu à l'américain occupant, qui a dit interdiction d'exporter. Interdiction d'exporter. Bon. Alors les Nikon 1, il n'y en a pas eu beaucoup de fabriqués, il y en a eu quelques centaines. Hein. Donc ils ont attaqué après, alors je ne suis pas sûr du nom, ils ont attaqué avec le Nikon M, qui était un... bon, on va corriger, alors, pas de problème. Ils ont fait du 24-34. L'américain a dit non, a dit niet. Après, ils ont sorti le Nikon S, qui est le premier 24-36. Oui, c'est ça. Je me disais, il en manquait un. Donc après, ils ont fait le S, qui est le premier 24-36, qui là, elle lui a fait 24-36, et ils ont eu l'autorisation d'exporter uniquement vers les États-Unis. Après, ils ont fait le S2, le S3, le S4 et le SP, et le SP a été le dernier modèle
a été le dernier modèle, et donc le dernier modèle, ça s'est arrêté dans les années 50, que je dise pas de bêtises, 60, il y a eu une version S3 olympique en 63, des choses comme ça, 1963, 65. Voilà, on s'en fout des dates. Dans les années 50, 1953-54, on a eu la guerre de Corée. Et les photographes de guerre qui allaient faire la photo pendant la guerre de Corée partaient des États-Unis, se posaient en avion au Japon, faisaient du tourisme au Japon, et les mecs comparaient leur matériel avec les photographes, locaux, et donc les mecs étaient équipés en Leica et en Contax, et quand ils voyaient les photos faites avec les appareils photo Nikon, ils se disaient ah ouais, quand même, ça marche bien. Et donc du coup, Time Life, les photographes de Time Life qui couvraient ça ont demandé à Nikon de leur fabriquer des objectifs en monture Leica 39 à vis et en monture Contax. Alors des objectifs en monture Contax, j'en ai pas à vous montrer, et il y a eu des Nikon en monture 39 à vis fait pour les objectifs Leica. Alors je vais dévisser la bague, voilà, tac. Alors comme il se trouve que j'aime bien Nikon, voilà, je me suis acheté un Nikon en 39 à vis, je vais vous montrer ça, voilà. En plus je l'ai eu pas cher. Voilà un Nikon, hop. Fais la mise au point coco. Voilà. Allez, allez. Il peut le faire. Voilà. Donc là, on a un Nikon en 39 à vis. Donc c'est marqué, voilà, Nikkor. J'espère que ça se voit bien. Oui, il est là, voilà. Marqué Nikkor. Je suis pas sûr que ce soit net. Et donc, ils ont fabriqué ça, et parce que les mecs se sont aperçus que c'était beaucoup moins cher que leurs objectifs allemands. Donc, ils avaient un peu moins peur de les traîner dans la boue, et que ça avait quand même une qualité certaine. Et effectivement, c'est de bonne qualité. Voilà, voilà, voilà. Dans la série, je vais dire collection, dans la série Anecdotes industrielles, je vous ai parlé de Cosina qui s'était dit oui, bon, c'est bon, on arrête les conneries, maintenant on fait du top qualité Moumout et en avant Guingamp. Cosina a sorti toute une série d'objectifs en monture, Nikon. Voilà, pouf. Et alors, ils ont fait un truc un peu spécial. Que je ne me gourre pas. Alors, ils ont fait des objectifs en monture Nikon, télémétrique. Ils ont fait des objectifs qui sont encore plus rares, qui sont en monture Contax télémétrique. Et ils ont fait des boîtiers en monture Nikon télémétrique. Et ils ont fait des boîtiers en monture Contax télémétrique. Alors je dis c'est d'autant plus rare parce que le Contax télémétrique, alors autant les Nikon télémétriques ils ont réussi à les vendre, autant les Contax télémétriques c'est pas évident. Et donc voilà, on a un splendide objectif Voigtlander
Voigtlander, donc c'est Cosina, hein, Voigtlander c'est Cosina, en monture, j'ai l'impression que la mise au point n'est pas nette. Bon, c'est marqué Voigtlander là, et puis vous avez un joli Voigtlander sur le panneau, voilà. Et donc ils ont fait ça, et pour les focales supérieures à 50 mm. Et pour les focales inférieures à 50 mm, ils ont réussi à faire une monture. Alors, non, celui-là c'est un 50. Il faut que j'aille en chercher un. C'est Scopar, celui-là, ben voilà, celui-là ça doit le faire. Ils ont réussi à faire, et donc on les reconnaît parce que sur la boîte c'est marqué SC. Donc S c'est la monture Nikon. Vas-y, fais la mise au point Coco. Et C c'est pour contact, pour Contax, pas facile à dire. SC. Et donc normalement le SC Scopar il se monte sur Nikon et Contax. Voilà, tac. Alors c'est un épiphénomène, mais voilà. Ouais, ça se monte, oui si, ça se monte quand on le met dans le bon sens. Et voilà, ça se monte dessus. Donc du coup, avec un vieux boîtier russe Kiev Contax, vous pouvez quand même monter des objectifs relativement modernes, puisque bon, par exemple, on a le 50 ouvert à 1.5 asphérique, Voigtlander, le Nocton, on a alors il s'appelle comment celui-là? Et donc là, on a un 85 mm, donc ce qu'il faut voir, c'est un Voigtlander avec un petit S jaune marqué en haut ici, qui a un apolantar. Voilà. Alors, fais la mise au point Coco. Un apolantar, donc il est en monture S, donc pour Nikon. Voilà. Et si on prend celui-là qui est un 35 mm, par exemple, alors je vais dévisser le pare-soleil pour avoir plus de lumière, et bien celui-là, il est marqué, il est gravé SC, voyez, il est gravé SC parce qu'il peut se monter sur Nikon et sur Nikon et sur Contax, voilà. Et pour les longues focales, il y a eu quelques objectifs fabriqués, alors quelques objectifs, hein, c'est-à-dire quelques dizaines, voire quelques centaines. Voilà, l'Apolantar, il a dû être fabriqué à 800 exemplaires. Voilà, bon. Ça n'a pas été des grosses ventes. Donc le 1 24-32, le M 24-34, S2 grandissement de viseur de 1, S3 viseur multifocal pour 3 focales 35, 50 et 100 mm. Le S3 a un viseur multifocal, mais il a, comment dire, il n'y a pas de correction de parallaxe, c'est-à-dire que quand vous faites la mise au point, on a à l'intérieur l'image du télémètre qui sépare et qui divise, et quand c'est superposé c'est net, mais on n'a pas les cadres qui bougent pour corriger la parallaxe entre l'objectif et le viseur. Alors ce qu'on a, c'est juste deux petites gravures pour dire, bah voilà, la mise au point minimum c'est là, et puis la mise au point minimum c'est là, et puis la mise au point maximum c'est là, donc il y a deux petites gravures supplémentaires pour dire, voilà, et puis quand tu es entre les deux, ben, c'est à toi de savoir exactement comment tu recadres et des choses comme ça. Donc ça, c'était quelque chose de typique de ces années-là, et ça n'a jamais gêné personne pour faire des photos ratées. Non, ça n'a jamais gêné personne pour faire des photos qui vont bien. Le modèle super pro de Nikon est le Nikon SP. Voilà, et le Nikon SP a été la Rolls du télémétrique selon Nikon et selon beaucoup de gens qui l'ont eu et selon beaucoup de gens qui ne l'ont pas eu et qui ont fantasmé sur le Nikon SP. Voilà. Donc le Nikon SP en voici un. Il utilise donc la même baïonnette et ainsi de suite et il n'y a aucun souci là-dessus.
Je sais pas pourquoi je démontre l'objectif, ça sert à rien pour ce que je veux dire. Le système de la baïonnette Contax n'était pas du tout aussi évolué n'avait pas le. Alors, le système de la baïonnette Contax est antérieur à l'invention de la baïonnette M du Leica M. Le système de baïonnette Contax n'avait pas du tout anticipé la possibilité. Alors, ce qui est bizarre, je veux dire, quand on y réfléchit bien, c'est complètement fou. Vous avez fait un système capable de gérer les objectifs de focale différentes élégamment, avec économie, mais vous n'avez pas du tout imaginé que l'on puisse viser avec des objectifs de focale différentes. Donc vous n'avez prévu, mais vous, les ingénieurs, vous n'avez rien prévu pour informer le boîtier de quel angle de champ allait être monté sur le boîtier pour faire quelque chose au niveau du viseur. Alors que Leica, quand il a fait la baïonnette M, avait prévu ça dès le départ. Et donc, d'une manière très simple, il y a un petit cran dans la baïonnette qui fait bouger un levier à l'intérieur pour changer le choix entre 3 angles de champ différents. Voilà. Donc, c'est intéressant. Je m'amuse toujours de trouver les conneries des ingénieurs, ça m'amuse toujours. Et donc, monsieur Nikon, il a résolu ça différemment en se disant, écoute, Coco, je vais mettre un levier, une bague autour du bouton de rembobinage, et puis ça va être au photographe de tourner sa molette pour dire je mets un 5 cm, un 8 cm et demi, ou un 10 cm et demi, ou un 13 cm et demi. 50, 85, 105 ou 135 mm. Et à l'intérieur, on va voir apparaître les cadres au fur et à mesure qu'on va tourner le bouton. Le SP a une particularité, c'est que donc le SP est apparu quasiment en même temps que le M3, peu ou prou, environ du M3 et ainsi de suite. Et donc le SP a un viseur standard, agrandissement de 1. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens disent que c'est la rose du télémétrique, parce que on a un viseur, je vérifie en même temps si je ne dis pas de bêtises, oui, on a un viseur à agrandissement de 1. Donc du coup, le viseur principal dans lequel il y a le télémètre, comme il y a un agrandissement de 1 et qu'on ne peut pas faire des carreaux énormes, est capable d'afficher les cadres de 50 mm à 135 mm. Mais comme le télémétrique, la focale qui se vend le plus et qui plaît le plus, c'est le 35 mm, ils ont rajouté, alors ça ne va pas être évident à voir, ils ont rajouté un petit viseur sur le côté. Donc ils ont rajouté un tout petit viseur, j'essaie de le faire briller, voilà. Ils ont rajouté un tout petit viseur à côté, donc vous voyez une grande fenêtre carrée, ça c'est le viseur principal, et ils ont ajouté un tout petit viseur à côté, dans lequel il y a le cadre du 35 mm, sans correction de parallaxe, et sans télémètre visible, et il y a le cadre du 28 mm. Voilà, donc là il a un grossissement qui est très très faible, mais c'est juste un viseur, voilà, on aurait eu un viseur supplémentaire au-dessus, que ça aurait été pareil, quoi. Là il est simplement à côté. Donc entre le décalage pour passer d'un oculaire à un autre est très très petit, donc il n'y a pas de souci, ça se fait très facilement, mais bon, c'est pas exactement, ça n'est pas du tout aussi agréable d'emploi qu'un viseur de M2 qui affiche le cadre du 35 mm, qui est corrigé de la parallaxe, mais pas de la variation de grossissement liée à la distance de mise au point. Et voilà. Donc moi j'aime beaucoup les Nikon, donc j'étais parti dans l'idée de m'acheter un Nikon. Alors donc ça, ce sont les Nikon télémétriques historiques, et en 2000 et en 2005, Nikon a fait 3 boîtiers
commémoratifs, qui sont le S3 chromé, le S3 noir et le SP noir version 2005. Donc le SP noir version 2005, il est quand même très très cher, même d'occasion. Et donc avant de l'acheter, je me suis dit je vais en acheter un d'époque, donc celui-là il est de 1959, et pour voir. Et puis finalement j'ai vu, et puis du coup je ne me suis pas acheté le SP très cher, noir, parce que je me suis dit bon ça va, c'est bon, ça me suffit. Alors que du S3, le S3 commémoratif, j'en ai acheté un, puis j'en ai trouvé un deuxième, voilà. Bon, enfin bref, c'est sympa à utiliser, j'aime bien. Alors le SP et le S3 vont être les fondations de ce qui va être le Nikon F, qui va être le premier réflexe de Nikon professionnel, et qui va être un raz-de-marée et un succès commercial retentissant dans la photographie de journalisme professionnel, et qui va enterrer proprement Leica et les télémétriques, et c'est le début de la fin de Leica. Donc le Nikon F est sorti en 1959 avec un début de commercialisation en 59-60, et le Leica M3 qui est arrivé en 54, s'est pris ça dans sa face directe. Voilà. On retrouve, comme c'est toujours une copie de Contax, même sur le dernier modèle, on a toujours la semelle qui vient en entier. On a une seule clé au lieu de deux, parce que ils ont réussi à faire une tringlette qui fait le total. Alors ça n'est pas le cas de celui-là, et ça n'est pas le cas des copies commémoratives de 2000 et de 2005, parce que les derniers télémétriques Nikon avaient un obturateur titane. Voilà, avait un obturateur titane. Et donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas acheté, parce que moi ce qui m'intéressait, c'était d'avoir l'obturateur titane. Donc j'ai pas réussi à trouver un Nikon SP d'occasion à obturateur titane, parce que ce sont les derniers fabriqués, et voilà. Et puis comme le commémoratif n'est pas non plus obturateur titane, j'ai laissé tomber. Alors ce qui est intéressant à noter, alors pourquoi je vous parle de ça si longtemps? Parce que je ne vous pousse pas du tout à aller acheter du Nikon télémétrique, c'est un amusement pour moi, parce que pourquoi pas. Par contre, c'est intéressant historiquement. D'abord, ça permet de comprendre un peu mieux ces histoires de cam télémétriques et de choses comme ça, et pourquoi est-ce que les optiques russes ne vont pas très bien sur les boîtiers Leica. Voilà. Alors oui, avant d'attaquer ça, alors donc Nikon, donc il y a la baïonnette Nikon télémétrique, il y a la baïonnette Contax télémétrique, et il y a le baïonnette Leica télémétrique. Et donc on peut être intéressé par certains objectifs Nikon de vouloir les monter sur du Leica quand même, parce que certains objectifs ont un rendu un peu particulier. Il y a et que ces objectifs qui existent aussi en monture télémétrique Nikon sont épouvantablement chers. Alors, c'est pas le cas du 51.4 que je vous ai montré, ou du 50 ouvert à 2, mais par exemple, ceci est un 35 ouvert à 1.8, qui est le premier 1.8-35 pour télémétrique, bien avant que Leica en face. D'ailleurs, ils n'ont jamais fait l'ouverture de 1.8, c'est pas une ouverture de Leica. Voilà, 35 1.8, il est vraiment bon.
il est vraiment très bon, et même comparé à des objectifs Leica, enfin, il est meilleur que les objectifs Leica comparés d'époque. Voilà. Et bien rien que cet objectif-là, si vous voulez en monture Leica M39, vous allez payer plus cher l'objectif en monture M39 que l'objectif en monture Nikon avec un boîtier Nikon derrière. Voilà. Tout simplement parce que il est recherché, il n'a pas été fabriqué dans des quantités phénoménales, et c'est un objectif qui a une histoire, qui a une aura. Vous savez, c'est comme l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Voilà, et les gens fantasment dessus et le recherchent, et ainsi de suite, quoi, voilà. Donc il y a cet objectif-là, il y a le 100 mm qui a une bonne réputation, et ainsi de suite. Et ce sont des réputations qui ont été forgées dans les années 50, 54, pendant la guerre de Corée. Parce que Time Life est allé là-bas, a utilisé les objectifs, et se sont aperçus que les objectifs japonais étaient au-dessus des objectifs allemands qu'ils utilisaient. Voilà. Si on les replace dans un contexte de 2019, que ce soit les objectifs allemands de l'époque ou les objectifs japonais de l'époque, ils sont à la ramasse par rapport à des objectifs actuels qui sortent de chez Cosina ou qui sortent de chez Leica. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre les deux. Ça a quand même beaucoup vieilli. Mais ça se ressent quand même au niveau du prix de l'occasion, de la rareté de l'objet, du fait qu'il soit recherché par certaines personnes parce qu'ils ont envie de l'avoir. D'avoir les mêmes objectifs qu'avait Robert Capa, les mêmes objectifs qu'avait Donald Duncan, et ainsi de suite, quoi. Donc du coup, ça influe sur le prix. Et puis vous pouvez peut-être avoir envie de dire, ben voilà, je voudrais avoir ce rendu qu'avait tel objectif, et si je ne réussis pas à le faire en bidouillant avec Lightroom, ou avec Capture One, ou avec Photoshop, peut-être que le seul moyen de l'obtenir facilement, c'est de casser ma tirelire, d'acheter l'objectif en question, de mettre un film avec un boîtier et un film derrière, et puis de développer dans ma Peterson mon film. Voilà, parce que finalement... c'est quand même plus simple de faire des photos style années 50 avec un objectif des années 50 et un film développé comme dans les années 50. Or, pour le film existe encore, ça s'appelle la Tri-X de chez Kodak, le révélateur existe encore, ça s'appelle le D76, la cuve existe encore, ça s'appelle une Peterson, et le boîtier et l'objectif se trouvent encore, ça s'appelle un Summicron 8 lentilles, ça s'appelle un 850 Nikon pour télémétrie, quelque chose comme ça, et effectivement vous allez payer ça entre 700 et 1500 € l'objectif. Comparé au nombre d'heures que vous allez passer pour faire votre traitement et au temps que vous allez perdre par rapport à mettre une film dedans, appuyer, déclencher, c'est à vous de voir. De toute façon, c'est du temps que vous allez passer, donc de l'argent. Que vous passiez du temps à traiter vos photos numériques pour obtenir un résultat, ou que vous passiez ce temps-là à faire du travail pour générer l'argent, pour acheter l'appareil qui va vous éviter ce travail-là, c'est du temps que vous allez, c'est du temps de votre vie que vous allez perdre pour obtenir un résultat final. Donc ça ne change rien. Voilà. Donc, bon, moi je ne vous engage pas à acheter du Nikon télémétrique. Moi j'ai acheté ça parce que bon, je suis collectionneur de Nikon et ainsi de suite. Ces Nikon télémétriques, donc c'est des obturateurs de... Alors c'est ça qui est intéressant, le Nikon télémétrique est intéressant du point de vue industriel, histoire industrielle, des choses comme ça. Parce que donc Nikon a copié l'obturateur du Leica. Il a copié l'obturateur du Leica, d'un Leica 800 en 1948, puisque le Nikon 1 est sorti en 1948. Et cet obturateur-là, ils l'ont utilisé sur la gamme des télémétriques, sur le Nikon F, le F2 et le F3. Et le F3, l'obturateur du F3, n'est jamais que l'ultime évolution de l'obturateur du Leica 800. C'est-à-dire que c'est un obturateur à rideau, à défilement horizontal, comme le Leica 800. Et c'est quand même assez intéressant de voir que Nikon a réussi dès 1948 à fiabiliser l'obturateur du Leica 800
à le faire passer du millième de seconde au 2 millième de seconde, de le faire passer d'une synchro flash de 1/50e de seconde à 1/80e de seconde. Alors bon, d'accord, ça a l'air pas beaucoup, 1/80e de seconde par rapport à 1/50e de seconde, mais ça quand même ça correspond à une augmentation de la vitesse de translation importante, et surtout à le faire passer de la technologie rideau en tissu en soie à obturateur en titane. Voilà. Bon, donc c'est intéressant de ce point de vue-là, et c'est assez amusant. Ceci va conclure la vidéo T007E sur les télémétriques Nikon. Ce sera suivi par une vidéo, alors je vais faire une vidéo où je vais parler un peu plus en avant des objectifs qui se montent sur du Leica, des objectifs qui se montent sur du Leica, des objectifs qui se montent sur des accessoires qui se montent sur les Leica. Parce que voilà, parce que c'est intéressant. Et voilà. Bon, pendant ce temps-là, soyez court pour essayer de comprendre, d'optimiser. Faites des images. Au revoir.